Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Soccer. Nous sommes en direct aujourd'hui avec Adi Raphaël directement à Montréal grâce à la magie d'Internet. Comment ça va, Adi? Salut, ça va et toi, Antoine? Ça va très très bien, ouais, on remercie beaucoup Internet. Grâce à lui, on est entre Montréal et Londres pour parler aujourd'hui des conférences, des finales de conférences de MLS et surtout de la finale de la MLS Cup, enfin la MLS Cup en général qui est dimanche prochain. Donc vous avez quelques jours pour écouter un petit peu ce podcast et vous pencher sur les deux équipes qui restent, Seattle et Toronto. On va parler de tout ça, mais d'abord on voulait faire un petit détour vers les fins de saison d'autres divisions américaines, puisque novembre c'est toujours la fin de saison, c'est toujours les playoffs dans toutes les divisions. Il y a quelques semaines c'était la fin de la USL League One. Là cette semaine, enfin hier soir d'ailleurs, c'était hier soir en Europe, et hier dans la journée pour le Canada, c'était la finale de la Canadian Premier League, la toute première saison de Ligue canadienne, de la première division de la Ligue canadienne. Adi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'était une finale qui a été remportée un peu à la surprise générale par le Forge FC. À la surprise, pas vraiment. Il faut prendre en considération que Cavalry avait gagné le championnat de printemps puis le championnat d'automne, mais toujours à très peu de points devant Forge FC. Donc, c'était les deux meilleures équipes qui jouaient cette finale-là. Et ça prouve le point que j'ai jamais aimé ce format-là, parce que Cavalry a gagné les deux championnats, sauf qu'ils se retrouvent en finale, puis Forge se retrouve en finale comme meilleur deuxième, puis c'est Forge qui gagne. Donc, en fait, finalement, les deux championnats gagnés par Cavalry, ils comptent pour du beurre, ils comptent pour rien. Et le premier champion véritable de la CanPL, c'est Forge FC, qui lui a fini deuxième lors des deux championnats. Donc ça fait un peu bizarre comme situation. Par contre, c'est une excellente équipe, Forge FC. Hein. Il ne faut pas oublier que Forge FC a aussi participé à la CONCACAF League, dont elle a représenté le Canada, où elle a battu le premier duel continental, de manière continentale. Ils avaient battu un club sud-américain d'Amérique centrale. Je me rappelle plus du nom pour être honnête. Mais bon, bref, donc Forge a été quand même une très très bonne équipe. Et puis c'est mérité, parce que c'est sur ces deux matchs-là, Forge n'a pas volé cette victoire-là. En tout cas, on en parlera bien évidemment en long et en large lors du prochain épisode de CSL Rap qui sortira vendredi. Donc restez à l'affût. Il y aura bien évidemment Daniel Cameron et moi-même. On va parler en détail. Il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Mais félicitations à Forge, une très bonne équipe. C'est drôle parce que sur ces deux équipes-là qui ont survolé la CanPL, ces deux équipes qui sont reliées à une académie. Donc Cavalry est relié à ou une académie ou un club, en fait un club de 4e division, PDL, ancienne PDL. T'avais Cavalry qui est encore relié aux Foothills de Calgary, et puis Forge FC qui est relié à Sigma FC. Donc ça fait bizarre, parce que c'est les deux seuls clubs qui ont ça, et c'est les deux seuls clubs qui survolent le championnat. Donc le reste des clubs, ils savent quoi faire maintenant. Ouais, c'est ça. C'est avant tout pour former des joueurs un petit peu cette ligue, j'ai l'impression. Mais une belle première année inaugurale. Oui, effectivement, une super belle première année inaugurale. Je l'ai dit plusieurs fois, je m'attendais pas à avoir un niveau aussi élevé pour une première année. C'est sûr, c'est pas le niveau de la MLS, mais sauf que c'est presque au niveau de USL, de la deuxième division américaine. Peut-être pas dans les tops de la USL, mais dans le milieu de tableau. Donc, c'est quand même pas mal pour une première année. Il y a beaucoup de choses à faire. Faut pas oublier que c'est juste 7 équipes qui ont participé à cette première édition. On ne sait pas ce qui va se passer encore pour 2020, mais en tout cas, il y a plein de nouvelles qui se sont passées sur les 2 dernières semaines. Il y aura une partie des nouvelles. Si jamais vous n'avez pas écouté le dernier CSL Érable, vous allez voir, il y a eu beaucoup d'avancées, surtout par rapport à la CanPL au Québec. Et puis, cette semaine, il y en a eu d'autres. Et puis ça, on va vous laisser un peu en suspense et vous en parler dans le prochain épisode, parce qu'il y a eu d'autres nouvelles cette semaine, puis c'est de plus en plus excitant, parce que la mayonnaise est en train de prendre, les gens sont en train d'embarquer dans ce projet-là qui est la CanPL, puis ça promet d'être super excitant pour le soccer canadien. Ouais, non, vraiment une belle chose, et on a hâte de voir combien d'expansions il y aura, dans quelle région un petit peu pour l'année prochaine. Et tu parlais un petit peu du niveau qui était comparable à celle de la USL, et bien ça tombe bien, puisqu'on va pouvoir parler un petit peu très rapidement des finales de conférence USL, puisque hier il y avait aussi les demi de conférence. Donc
On se retrouve avec, on va commencer par l'Ouest, une finale entre le El Paso Locomotive et les Real Monarchs. Le El Paso Locomotive où joue notamment Alexis Bossetti qu'on avait eu dans ce podcast, et qui sont imposés contre Sacramento, et le Real Monarchs qui s'est imposé contre le Phoenix. Une finale un petit peu surprenante, non, Adi? Ouais, effectivement, assez surprenant parce que Phoenix déjà qui perd, c'est quand même fou, hein. Phoenix a battu des records d'invincibilité dans cette saison USL. Puis là, ils finissent par perdre contre le Real Monarch. Faut pas oublier que Phoenix était classé premier lors du classement général, tandis que le Real Monarch était quatrième. Puis en plus, le Phoenix il perd son match à domicile, hein. Donc le Real Monarch sont partis gagner 2-1 là-bas. C'est quand même un énorme exploit. Dans Real Monarch, on a des buts de Blake et Chang, et de l'autre côté, à Phoenix, c'est juste Flemings qui marque un but. En tout cas, c'est assez excitant parce que ça montre que même avec ce format d'un match, un match unique, il peut y avoir des surprises. C'est intéressant. C'est pas un format que j'apprécie vraiment, sincèrement, mais ça marche en USL, puis ça a l'air de marcher aussi en date d'aujourd'hui en MLS, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais, mais pour Phoenix, il faut se rendre compte que c'était vraiment une sorte de LAFC, hein, au niveau de la USL. C'est-à-dire qu'il y avait une énorme avance par rapport à ces prétendants, et ils ont été vraiment indiscutablement la meilleure équipe toute l'année. Et puis El Paso, c'est une équipe d'expansion qui marche très bien, très belle influence, très belle ferveur populaire, et puis ils battent Sacramento, qui rejoindra la MLS dans 2-3 ans, il me semble. Et puis à l'Est, c'est Louisville qui a battu hier Pittsburgh 2-1, qui affrontera Indy 11 qui ont battu, à la grande déception d'Anthony, Nashville 1-0 à domicile. Donc une finale qui se déroula à Indianapolis, donc entre Indy et Louisville. Là par contre, un peu moins de surprise, Adi. Oui, effectivement. Louisville, on le sait, c'est une équipe qui est habituée à arriver aussi loin dans les playoffs de USL. C'est une équipe qui a gagné plusieurs fois la USL, si je me trompe pas. Ils ont gagné ça pendant 3 années de suite, si je me rappelle bien. Non, 2 années de suite, 2017 et 2018, donc le champion en titre en date d'aujourd'hui. Et bien évidemment, Nashville, une grosse déception parce qu'on le sait, notre ami Anthony de Varenne, qui est un grand supporter de Nashville, nous disait en début d'année, le but pour Nashville, c'est de gagner la USL Cup avant de faire le saut en MLS l'année prochaine. Chance ratée, malheureusement. Pourtant, ils jouaient à domicile. Indy 11, c'est pas une équipe facile à manœuvrer, hein, donc très, très, très forte défensivement. Donc, Indy 11 s'impose 1-0, puis ils vont recevoir Louisville. Ça va être un match quand même assez intéressant. Je pense plus un match beaucoup plus tactique que ce dont on est habitué en USL. Donc, ça va être intéressant. C'est possible, en effet. Et Indy, oui, qui est une des grosses franchises de deuxième division. Et les finales de conférence seront le samedi 9 novembre, donc la veille de la finale de MLS, dont on va pouvoir parler maintenant parce que c'est quand même le gros morceau, une finale vraiment surprise. Je pense que peu aurait pu prédire un tel dénouement. Ça se jouera à Seattle contre Toronto. Seattle qui a déjà annoncé avoir vendu tous les billets du stade, donc plus de 69 000 personnes sont attendues à Seattle. Ça en fera la deuxième finale avec le plus d'affluence, après celle de l'année dernière à Atlanta qui avait 73 000 personnes. Et on va parler un petit peu avant des demi-finales parce que elles nous ont réservé des grosses surprises. Je dis rapidement le score puis on rentre plus en détail dans chacun des matchs. Mais 3-1 pour Seattle contre LAFC à Los Angeles, et aussi une victoire à l'extérieur de Toronto 2-1 contre Atlanta. On va commencer à l'Ouest, à dit cette fois, parce qu'on a commencé le match. Le premier match s'est joué, c'était celui de l'Ouest. La défaite de LAFC en finale, on le disait dans notre podcast de la semaine dernière, si LAFC ne gagne pas la MLS Cup, c'était une saison, on va pas dire ratée, mais gâchée par rapport à tous les efforts qu'ils avaient faits. Ils avaient quand même 16 points d'avance sur Seattle lors de la saison régulière, plus 45 buts marqués comparé à Seattle. La différence de but est de plus 48, il me semble, pour LAFC. Énorme déception pour les hommes de Bob Bradley. Exactement, et on l'avait dit lors du dernier podcast que la seule équipe qui avait tout à perdre, c'était LAFC. Elle a tout perdu. C'était très, très, très décevant pour la plupart des fans. Très décevant pour les joueurs, bien évidemment. Très décevant pour Bob Bradley, qui a encore fait des siennes en entrevue d'après-match. Et même lorsqu'il est parti saluer Brian Schmetzer, ça a été assez houleux. On le voit qu'il est en train de pleurnicher comme un petit bébé. En tout cas,
pas du tout professionnel, Bob Bradley, vraiment pas aimé, mais en tout cas, malheureusement, il a ce côté-là de mauvais perdant qui est vraiment très, très, très décevant, selon moi. Bref, par contre, Seattle n'a rien volé. Seattle a joué son match. Seattle a été là où on pensait qu'ils allaient être. On en avait parlé lors du dernier épisode. Pour moi, la clé se jouait au milieu. Puis c'est ça qui s'est passé. Si tu regardes au milieu de terrain durant ce match-là, Roldan, Svensson, Lodeiro n'ont pas permis à Latif Blessing, Atuesta et Nguyen de s'exprimer. On a rarement vu le milieu de terrain de LAFC être dominé autant. Même quand Marc-Anthony Kaye est rentré, ils ont eu du mal. Ça a été très, très bon. Ils ont vraiment bloqué le centre, bloqué la transmission des milieux de terrain vers les attaquants. Et on voyait Carlos Vela très souvent revenir en arrière, essayer de revenir au milieu de terrain pour prendre le ballon. Et il pouvait pas il se retrouvait face à 3, 4, à 2 rideaux défensifs. Il avait du mal à traverser les 2 rideaux défensifs. Bref, une tactique de jeu, je sais que toi, tu me dis souvent que Brian Schmetzer, ce n'est pas le gourou tactique. Dans ce cas-là, il a été vraiment tactiquement extraordinaire et bien évidemment un très, très grand Raúl Ruidíaz. Ouais, non, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. C'est marrant, je lisais une interview de lui sur le site des Athletic où en fait, c'est le journaliste qui l'a fait, a passé la veille du match avec lui. Et la veille du match, apparemment, il hésitait vraiment. Il avait failli mettre un 5-3-2 hyper défensif pour vraiment verrouiller et puis partir en contre. Et puis finalement, le jour du match, apparemment, il a décidé de dire bon, on s'en fout, on joue avec nos forces. Et ses forces, oui, c'était ce double rideau défensif en 4-4-2 un peu. Et comme tu l'as dit, le milieu de terrain de LAFC a été complètement opprimé. Lodeiro a été excellent sur le pressing. Il y a des vidéos qui tournent un peu sur Internet de comment... on regarde en fait les mouvements de Atuesta. Et Atuesta n'a pu recevoir aucun ballon parce que Lodeiro était carrément juste sur lui pendant tout le match. Donc LAFC a été obligé un peu de balancer des ballons sur le côté avec les ailes. Et tout Seattle était au centre et les ailes étaient complètement fermées parce qu'ils n'arrivaient pas en fait à jouer ce jeu de petites passes courtes qu'ils font d'habitude. Ils ont fait plein de centres. J'avais vu une stat, je crois, une quinzaine de centres, alors que d'habitude ils en font environ 5 ou 6 par match. Donc complètement raté le match de Los Angeles. Vela, il a un tir. Je crois qu'il y en a que seulement 4 cadrés. C'est un des plus bas depuis leur début de saison. Et comme tu l'as dit, gros match du milieu de terrain de Seattle qui a vraiment bien verrouillé. Mais en plus de ça, parce qu'ils étaient au milieu, comme je disais, LAFC ont dû jouer sur les côtés. Et sur les côtés, j'étais très impressionné par Brad Smith, Lerdam et puis les 2 ailiers, même Maurice. Maurice a super bien défendu. Il y a 2-3 actions où il déboîte complètement Vela au physique, mais à la régulière, il récupère le ballon et il relance. Après, il y a 2 ou 3 actions, où, surtout en entrée de match, où la charnière défensive Kimchi Arriaga a fait 2-3 actions quand même très musclées sur LAFC. Je pense qu'avec un arbitrage un peu moins clément, il aurait pu avoir un penalty d'entrée. Mais ils ont mis le ton directement dans la partie. Et LAFC n'ont vraiment pas réussi à se dégager de cette physicalité qu'avait Seattle. Et puis Seattle, comme tu as dit, ils ont eu beaucoup de chance, dans le sens où ils ont converti toutes leurs occasions. Dans un mauvais jour de Ruidíaz, par exemple, ils auraient pu, je pense, ne pas gagner, mais ils ont été cliniques à chaque occasion tentée. Ils ont quasiment marqué, sauf à la fin. Mais ouais, franchement, tout s'est bien passé. Je pense que Schmetzer a dû être très très content de son effectif. Ouais, effectivement. Bon, après, on le voit, on le savait que ça allait être un peu une attaque-défense. Seattle, 31% de possession. Par contre, ils ont eu quand même 11 tirs, 5 cadrés. Donc, plus de tirs cadrés du côté de Seattle que LAFC. Bref, tout ça pour dire que, tactiquement, une grosse victoire de Brian Schmetzer qui avait l'air un plus grand tacticien que Bob Bradley, et on s'entend que Bob Bradley c'est quand même un très bon tacticien, donc quand même extraordinaire. Ce que j'ai beaucoup aimé, et ça m'a beaucoup surpris, j'avoue, en début de match, c'est de voir que Roman Torres était sur le banc et que tu avais Arriaga Kim. On m'a posé la question durant le match sur Twitter. On m'a dit comment ça se fait que Roman Torres n'est pas là, et moi ma réponse était simple: plus de mobilité avec Arriaga et Kim que Roman Torres qui est un peu lourd. Tu avais besoin de ça quand tu as 3 feux follets en face avec Diego Rossi, Carlos Vela puis Brian Rodriguez. C'était important d'amener cette mobilité-là. Donc, c'est là où je dis que Brian Schmetzer a fait les bons choix partout. Oui, il a eu de la chance d'avoir un Ruidíaz en forme. Lodeiro a fait, tu l'as dit, tout un travail défensif, mais même offensivement, son tir, son but,
Vraiment, la frappe est tellement limpide et tellement précise. Vraiment, j'ai adoré voir ce but-là. Vraiment, il a trouvé un angle précis, il l'a mis là où il fallait, puis il a marqué un magnifique but. Tyler Miller ne pouvait rien sur aucun des buts. Hein. Les 3 buts étaient très beaux du côté de Seattle. On ne peut pas en vouloir au gardien de LAFC. Non, non, totalement. Il a joué enfin, il pouvait pas faire grand-chose sur aucun des buts. En plus, il a sauvé un peu la partie en fin de match. C'est très drôle, mais je sais pas pourquoi. Il y a 2 ou 3 occasions à la fin de match, vraiment fin de match. Je pense que Rudias devait être complètement mort. Et en fait, c'est les 2 latéraux, Brad Smith et Nuhu, qui font des courses d'attaquants de pointe et qui se retrouvent à 2 face au but. Et je crois que, alors une fois peut-être Brad Smith la rate et l'autre fois Nuhu il tire sur Tyler Miller, ou alors les 2 fois Tyler Miller la rate. Mais oui, je sais pas pourquoi, il y a eu 2 occasions où c'est vraiment les 2 arrières. Les 2 latéraux pardon, qui remontent et qui tirent au but. C'était assez étrange cette fin de match, c'est complètement fou parce que LAFC essayait vraiment de revenir au score. Mais ouais, non, Tyler Miller a fait son match et a un peu évité que ce soit encore plus lourd à la fin. Et tu parlais de Torres. Je suis d'accord, ouais, comme il n'y avait pas en fait cette grosse présence, tu pourrais peut-être penser que si Diomandé avait été présent, peut-être qu'ils auraient mis Roman Torres pour vraiment le bousculer physiquement. Mais non, pour la paire Kimchi, Arriaga a fait son travail et je pense qu'elle va être reconduite contre Toronto. On en parlera si Altidore n'est pas là. Mais non, franchement, un très beau match et c'est dommage pour le LAFC parce qu'il méritait peut-être d'aller plus loin. Mais voilà, c'est la beauté de ce format des playoffs. C'est que comme il n'y a pas le match aller-retour, il n'y a pas cette attente c'est-à-dire de laisser passer. Enfin, peut-être de verrouiller à l'extérieur et puis à domicile de reprendre l'avantage. Ça laisse vraiment de la place pour de la surprise comme on l'a vu lors de ce match. Exactement, et j'aimerais parler un peu du futur de cette équipe de LAFC. Oui, elle a dominé un peu partout. Oui, on est complètement d'accord avec tout ça, qu'elle était extraordinaire et ainsi de suite. Par contre, il y a matière à vraiment s'améliorer maintenant. Je pense qu'il est temps que Bob Bradley, par exemple, il y a un petit problème au niveau de... Si jamais il y a un problème au niveau de cette équipe-là, c'est au côté de l'arrière droit. Là, on a vu Blackman qui était là. Le titulaire au début de saison, c'était Betachour. Bref, les deux n'ont pas trop convaincu. Est-ce que ce serait le moment d'amener quelqu'un d'un peu plus expérimenté, un peu meilleur à ce poste d'arrière droit? L'arrière gauche, Harvey, il commence à se faire un peu vieux, même s'il a été très bon durant cette année. Il a quand même 34 ans. 35 ans maintenant, pardon. Est-ce que c'est le moment aussi d'amener quelqu'un parce que la doublure, je sais même pas c'est qui la doublure tellement elle a pas joué, donc c'est un peu bizarre. Et au milieu de terrain, il manque, comme on l'a vu, Marc-Anthony Kaye est pas là, il était même pas à 100% quand il a joué, il est rentré très tôt dans le match à cause de la blessure de Latif Blessing. Mais on voit que après ce milieu-là d'Atuesta, Blessing et Kaye, t'as juste Linouyen qui est même pas à son poste de prédilection. Puis là, tu arrives, puis t'as pas grand-chose après au milieu de terrain. Donc, oui, ils ont dominé toute la saison en saison régulière, mais si jamais tu as 2-3 blessures aux mauvaises places, LAFC est un peu dans le trouble, comme beaucoup d'équipes de MLS. Hein. C'est pas... LAFC a eu la chance. C'est ça. Le cap salarial. C'est aussi compliqué de doubler tous les postes quand tu as une limite de salaire. Ouais, non, effectivement. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler un peu plus pour peut-être un peu mieux diviser les salaires un peu plus entre des joueurs un peu plus forts. En tout cas, je sais pas, il y a une manière de le faire. Je sais pas comment ils peuvent le faire, mais ils doivent trouver un moyen de se trouver un peu cette profondeur-là en cas de blessure parce qu'ils ont eu de la chance cette année. Hein? On sait que Rossi et Vela ne se sont pas blessés toute l'année. Est-ce que tu aurais pu arriver à être aussi fort avec un Vela qui se blesse 1 mois et un Rossi qui se blesse 2 mois? On l'a vu dans d'autres équipes. Je parle par exemple de l'Impact Montréal qui a perdu Piatti pendant 4 mois. Est-ce qu'on aurait vu aussi une mauvaise saison de la part de la AFC si jamais il y avait eu ces blessures-là? Bref, en tout cas, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. C'est facile à dire maintenant qu'on a vu que la AFC est sortie. C'est facile à dire, sauf que il va falloir faire attention pour l'année prochaine. Je suis complètement d'accord. Et puis pendant un moment, par contre, ils avaient demandé blessé et ils n'avaient pas. En fait, ils n'ont pas d'autres neufs depuis que Christian qu'il est un peu sur le banc. Pardon? Oui, Christian Ramirez est parti à Houston aussi. C'est ça. Et en fait, je crois que c'est 1 mois après qu'il soit parti, Diomandé se blesse pendant 1 mois, et donc ils ont dû jouer avec Carlos Vela un peu en faux numéro 9. Mais c'était un problème aussi. Je pense que
depuis Christian Ramirez, ils n'ont pas recruté, donc il doit avoir un peu de salaire et d'argent d'allocation un peu libre pour recruter. Donc je m'attends à ce qu'il le fasse, mais en effet, oui, il y a du travail un petit peu à faire. Et le latéral gauche, je crois que c'est El Mounir, l'ancien de Orlando, parce que je me souviens qu'il a signé à peu près à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu jouer. Et tu as raison, ils ont eu de la chance quand même, pas trop de blessures, jusqu'à en fait ces playoffs où le milieu de terrain entre Kay et puis à un moment, je crois que Blessing s'est blessé hier. Donc ils ont eu pas de chance là-dessus, mais bon, je pense que la victoire, en tout cas de Seattle, était un peu méritée. Et Seattle qui passe un petit peu favori pour cette finale. On va parler de Toronto tout de suite, mais comme il la joue à domicile, c'est une bonne chose déjà qu'il a joué à domicile. Je suis content parce que il n'y a pas eu encore de playoff à Seattle, qui a un stade énorme et une fanbase qui est plutôt cool. Et donc, la seule finale qui a été faite là-bas, c'était en 2009, mais ils ne jouaient pas dedans. C'était RSL Galaxy, il me semble. Donc, voilà, c'est pas mal d'avoir enfin une finale là-bas. Oui, j'aimerais juste ajouter une dernière chose, juste préciser en fait. Quand Christian Ramirez est parti, c'est là que Brian Rodriguez a été recruté de l'Uruguay. Donc le jeune de 19 ans qui a joué cette finale de la conférence Ouest, ben c'est là où il était. Il était en Uruguay, puis c'est LAFC l'a recruté, bien évidemment, en ayant transféré Ramirez. Donc oui, il y a eu un recrutement, sauf qu'ils ont amené un ailier au lieu d'un attaquant de pointe. Brian Rodriguez a été pas très bon durant cette finale-là. J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il soit titularisé, pour être très honnête, parce que oui, c'est un très bon joueur, mais juste trop jeune. Je n'ai pas senti qu'il avait d'expérience de ces rendez-vous-là, parce qu'il faut dire aussi et la pression que LAFC avait, comme je l'avais dit, c'était beaucoup de choses à perdre, très peu à gagner. Tout le monde s'attend à ce qu'il gagne la MLS Cup, donc la pression est quand même énorme pour ce petit jeune. Puis on l'a vu, il était un peu dépassé, même s'il a pas fait un mauvais match, mais je l'ai senti un peu dépassé de temps en temps, tout comme Diego Rossi. Les deux ont été un peu pas très dominants dans ce match-là. Comme je disais, il y a eu un énorme travail, je trouve, de Joven Jones à droite, Maurice Jones à gauche, Maurice à droite, puis Brad Smith et nous, Brad Smith et Lerdam, je m'y perds, qui ont fait un travail physique énorme. Et Nouveau est rentré après, donc Nouveau a aidé après. Donc ça a vraiment, ils ont eu du mal. C'est pour ça qu'il y a eu tant de centres, je pense, c'est qu'ils avaient plus quoi faire du ballon. Comme le centre était verrouillé, puis les gros physiques sur les côtés, ils ont eu du mal. Mais ouais, non, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette finale de l'Ouest. Je n'ai pas d'autre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on peut passer à l'Est? Non, mais une belle finale. Très peu de personnes croyaient en cette équipe de Seattle. Même toi, lors de moi, je pensais qu'on allait me faire détruire. Je pensais qu'il allait y avoir 3 ou 4-0. J'étais un peu moins sceptique, sauf que je peux pas dire non plus que je m'attendais à ce que Seattle gagne. Je peux pas mentir. Mais par contre, c'est pas quelque chose que je trouvais impossible. Mais sauf que je pensais que la tâche était très difficile. Bref, en tout cas, bravo à cette équipe des Sounders qui a encore une fois impressionné. Puis je pense que c'est 100% mérité. Ils ont volé ça à personne. Exactement, et puis dommage pour LAFC. Je viens de retrouver, j'avais noté une citation de Marc-Anthony Kaye qui dit « Il va y avoir un gagnant de la MLS Cup et ce ne sera pas nous ». Et c'est vrai que c'est bizarre. C'est un gagnant de la MLS Cup et ce ne sera pas LAFC parce que tout le monde s'y attendait. On va passer à l'Est. Atlanta qui accueillait Toronto le lendemain de la finale de l'Ouest. Atlanta qui perd 2-1 contre Toronto. Les buts de Toronto, c'est Atlanta qui ouvre le score avec Julian Gressel au tout début de match. Là, j'ai vraiment cru qu'Atlanta allait complètement dérouler sur ce match et que ça allait être une édition très salée. Mais finalement, Nicolas Benezet, le Français, arrive à égaliser d'un beau tir assez enroulé à la 14e. Et puis, juste en fin de match, Nick DeLeon avec un coup de canon sorti de nulle part. Qui donne l'avantage à Toronto. C'est extrêmement étrange ce match, perso, j'ai l'impression que c'est plus Atlanta qui a perdu que Toronto qui a gagné, si tu vois ce que je veux dire. Je suis 100% d'accord avec toi, parce que Atlanta, j'ai senti, on l'avait dit lors du dernier podcast, on sentait que Atlanta n'était pas à 100%. L'Atlanta jouait à 60-70% de ses capacités. On a senti la même chose durant ce match-là. J'ai senti qu'Atlanta n'a pas donné son tout. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est ce que Frank de Boer a donné comme consigne, était un peu faisait en sorte que les joueurs ne se sentaient pas libérés. En tout cas, on les sentait pas libérés sur ce terrain-là. D'un autre côté, j'ai trouvé que Atlanta United, je l'ai dit on en a parlé sur Twitter durant le match, et tu n'étais pas très d'accord avec moi, et puis j'aimerais en parler. J'ai trouvé que
le milieu était un peu trop défensif. Nagby, oui, je sais que c'est un milieu relayeur. À côté de lui, Larentovitz, qui est très, très défensif. C'est pas quelqu'un d'offensif. Oui, il a donné de bonnes passes en transition, sauf que j'ai trouvé qu'il y avait besoin d'un milieu encore un peu plus offensif à la place de Larentovitz, surtout sachant que dès que Toronto a marqué le deuxième but, j'aurais aimé voir ce milieu-là être encore plus offensif. Ce que Debout a préféré faire, c'est enlever un défenseur central et rentrer un milieu de terrain. Moi, j'aurais plus changé un milieu de terrain défensif pour un milieu de terrain offensif. Mm-hmm. Bref, des choix que moi, j'aurais fait un peu différemment. Après, c'est simple de le dire, comme on dit, après le match, mais je l'aurais fait un peu différemment. J'ai trouvé que Atlanta ne s'est pas 100% donné dans ce match-là, tandis que Toronto avait le plan de match parfait. Ils ont très, très bien joué. Une défense qui a été très, très bonne avec Chris Mavinga, Laurent Simon. En l'absence d'Omar Gonzalez. Faut pas oublier aussi qu'il y avait l'absence de Josie Altidore. Puis j'ai comme l'impression, et je l'ai dit, puis il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression que l'équipe sans Josie Altidore est meilleure en tant que collectif. Je trouve un collectif beaucoup plus huilé du côté de Toronto. Sans Altidore qu'avec Altidore. Après, bon, c'est sûr qu'Altidore amène cette présence dans la surface sur les centres. Là, on le voit, Pozuelo jouer en faux neuf. On voit que sur les centres, il n'y avait personne pour prendre des têtes. Je le comprends. Sauf qu'en point de vue collectif, j'ai trouvé que Toronto était là, était en place. Ils étaient dangereux à chaque fois qu'ils s'avançaient. Puis c'est amplement mérité. J'ai pas trouvé que Toronto l'a volé non plus. Après, Atlanta n'a pas joué le meilleur match de sa vie, bien évidemment. Ouais, je suis pas d'accord avec plein de tes points. Ouais, je sais. Déjà, je trouve que... Alors, déjà, je trouve... Ouais, je trouve qu'en fait, Atlanta a juste mieux joué que Toronto sur le match. Nagbe et Larentovitz sont complètement fermés, mais alors les 20 premières minutes, Bradley, Osorio et Delgado, ils étaient complètement perdus. En fait, Osorio et Delgado étaient censés être marquage sur les deux. Et puis ça se voit qu'ils n'y arrivaient pas. Bradley était tout seul au centre. Il s'est fait avoir, mais comme un bleu au tout début de match plusieurs fois. Et je trouve que c'était plus intelligent d'avoir ces deux-là qui faisaient des excellentes ouvertures sur Gressel et Barco que avoir Villalba pour mettre le pied sur le ballon, parce que déjà Pity Martinez le faisait très bien. Il a fait une très belle première mi-temps. Et en fait, vaut mieux... Tous les buts qu'ils ont mis Atlanta contre New England ou contre Philadelphie, c'est plus des buts en transition rapide que on contrôle le ballon, on le fait tourner. Donc tu profites de la vitesse de Joseph Martinez, de Gressel, de Barco. Et pour ça, il faut des bons ballons. Et c'est un mec comme Larentovitz ou Nagby qui peuvent te les donner. Donc je trouve que ça a été complètement mérité. J'ai compris pourquoi Frank DeBoer a fait ça au début, parce que les transitions, parce qu'ils ont totalement détruit le milieu de Toronto lors des 20-30 premières minutes. Et pour moi, si Toronto a gagné, c'est déjà Benezet marque un super but. Ensuite, Nick DeLeon marque un super but, mais ces deux buts un peu, je vais pas dire chanceux, mais c'est pas des buts que tu mets tous les jours. Toronto a eu un excellent gardien. Quentin Westberg a sauvé 3 ou 4 occasions, il me semble, qui normalement auraient fait but. Et donc un autre jour, en fait, je pense que tu rejoues ce match 10 fois, Atlanta le gagne 9 fois. Mais ils ont juste eu pas de chance. 2 superbes buts de Toronto qui sortent un peu de nulle part. Et je comprends pas par contre pourquoi Frank DeBoer a fait ces changements hyper tard. Là je suis d'accord, j'aurais bien aimé voir Villalba à la mi-temps quand tu commences à paniquer un peu en fait. Et il a fait qu'un seul changement, pas si tôt non plus, alors qu'il en avait encore 2, donc je comprends pas pourquoi il en a pas fait plus. Mais je trouve que, en plus Pozuelo on l'a pas vu pendant ce match, il a été pas mal muselé. Donc pour moi les 2 buts c'est juste 2 superbes buts inarrêtables mais qui viennent un peu contre le cours du jeu à chaque fois. Et Atlanta aurait plus mérité la victoire je trouve sur ce match. Pozuelo, je suis d'accord que surtout en première mi-temps, il a été invisible, sauf qu'en deuxième, il a été bon. C'est lui qui donne la passe décisive sur le but de Nick DeLeon. Ouais, mais Nick DeLeon, il fait une passe... Nick DeLeon, il a juste de la chance parce que personne presse Nick DeLeon, tu vois. Normalement, oui, mais je comprends, mais il a été beaucoup plus dangereux, Pozuelo, en deuxième mi-temps, et c'est lui qui a fait en sorte que Toronto soit dangereux offensivement. Après, oui, je suis d'accord que dans un meilleur jour, Atlanta aurait dû remporter ce match, surtout en première mi-temps, parce que tu l'as dit au début du match, le milieu de Toronto était dominé. Sauf que arrivé là, après cette première mi-temps-là, même en deuxième mi-temps, malgré le nombre de possessions, malgré 2 ou 3 chances du côté d'Atlanta,
j'ai pas trouvé Toronto non plus complètement sur les rotules. Ils n'ont pas été non plus complètement dominés dans cette deuxième mi-temps-là. Je regardais les minutes avancées. Même quand Villalba est rentré, il a été très bien pris par la défense torontoise. Je sais pas, j'ai pas trouvé Atlanta si au-dessus que ça pour sentir que c'était un hold-up. J'ai pas senti que c'était un hold-up de la part de Toronto. J'ai senti que Toronto ont fait leur match, ont joué avec leurs possibilités, avec bien évidemment un mauvais match de Michael Bradley. Mais Michael Bradley, il accumule les mauvais matchs. Ça fait quelques temps, même lors des demi-finales de conférence, c'était pas un très bon match qu'il avait eu. Donc bref, Toronto n'a pas vraiment démérité non plus. Après oui, Atlanta était un peu au-dessus de temps en temps. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Et puis, enfin, disons, c'est pas forcément complètement immérité non plus, mais je trouve que c'est juste du bol qu'ils ont mis peut-être leurs 2 plus beaux buts de l'année lors de ce match. Comme je dis, je pense qu'Atlanta passe tous les jours. Après, oui, en deuxième mi-temps, il y a eu un changement de formation du côté de Toronto qui était pas mal. Greg Vanney a fait J'étais très perplexe quand il a sorti Benezet pour mettre Nick DeLeon. Et puis finalement, Nick DeLeon a été primordial un peu pour changer, pour étirer un petit peu la défense d'Atlanta, parce qu'ils n'arrivaient pas à la passer, cette défense, première mi-temps. Mais comme tu as dit, en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. Et je pense que c'est grâce au changement tactique en 5-3-2, plus de gens au centre. Les buts, vraiment, le but de Benezet, je pense que c'est Guzan qui voit rien parce qu'il y a du monde devant lui. Et le but de Nick DeLeon, c'est Nick DeLeon, je comprends pas pourquoi il n'y a aucun défenseur sur lui. Il a vraiment tout le temps de mettre sa frappe. Et 9 jours sur 10, elle passe pas, quoi. Bon, coup de chance, c'est pas immérité non plus, mais pas la plus belle des victoires. Je trouve la plus méritée. En tout cas, pour Atlanta, c'est frustrant comme sortie, mais je me disais, en préparant ce podcast, que finalement, c'est quand même une belle saison parce qu'il avait très très mal débuté. On pensait que Frank Deber allait être viré tout de suite. Finalement, il gagne la Champions Cup, je crois. Ouais, il gagne la US Open Cup. Donc quand même 2 trophées, une finale de conférence. C'est pas horrible non plus comme saison. Ah non, c'est une bonne saison. Atlanta, on l'avait dit lors du dernier podcast, que Atlanta a déjà atteint son objectif en atteignant la finale de la conférence. Après, bon, c'est sûr que face à Toronto, ils étaient quand même favoris. Ils ont raté la marche, sauf que c'est pas catastrophique non plus. Ça peut arriver de perdre un match. Donc, en gros, je pense qu'ils ont une très bonne saison à Atlanta United. Après, je pense que, juste pour revenir à ce match-là, je pense que, tu l'as dit, Greg Vanney a battu Frank de Boer. Parce que c'est ça. Ce match-là, combien on a parlé du côté tactique dans l'autre match-là, ce match-là, c'était encore plus important parce qu'on a vu que les 3 remplaçants ont été très bons. Même Patrick Mullins, quand il est rentré, c'est là que Pozuelo a été meilleur parce que Pozuelo est revenu dans un poste qu'il affectionne, qui est un peu plus en tant que milieu. Et Patrick Mullins en pointe, il a fait une grosse pression sur la défense adverse. Nick DeLeon, c'est le buteur. Puis on a parlé de combien il a été remuant et bon. Mais même Richie Laryea, il a été une peste quand il est rentré. Richie Laryea, moi, c'est un joueur que j'adore, qui est un peu très, très surprenamment. Vanney l'a fait jouer pendant toute la saison au poste de latéral droit, même si c'est un milieu de terrain, je le disais depuis le début de l'année, que c'est un milieu de terrain, mais il l'a reconverti en tant que poste de latéral droit. Maintenant, il a pris le poste de titulaire de latéral droit dans l'équipe nationale canadienne. Maintenant, lors des playoffs, il a décidé de le refaire jouer au milieu de terrain. Donc, très bizarre. Il alterne entre le milieu de terrain et le poste de latéral droit. Puis il a été très, très bon. Dans ce match-là, il a commencé milieu de terrain, puis il a fini latéral droit. Il a été vraiment très, très bon. Une petite peste. Il a un gros volume de jeu. Donc, Greg Vanney, ces 3 changements étaient extraordinaires, tandis que de l'autre côté, comme tu l'as dit, Frank de Boer a fait juste un seul changement et un peu trop tard pour faire rentrer Hector Villalba. Il a juste fait rentrer à la 81e minute et on sent qu'il n'a pas utilisé toutes ses cartes. Pourquoi Justin Moran n'est pas rentré? Pourquoi même Hindman? Moi, j'aurais mis Hindman pour Larentovitz. Ça aurait pu être très, très bon parce qu'il est capable d'essayer de très bons ballons, le jeune international américain. Bref, il y a beaucoup de questions sur la gestion de match de la part de Frank de Boer, tandis qu'il faut vraiment savoir féliciter Greg Vanney pour une gestion de match extraordinaire, selon moi. Ouais, non, je suis assez d'accord là-dessus. Pas assez de changements, je n'ai pas compris non plus. Et je voulais juste revenir sur un point aussi, parce qu'on en a parlé avec LAFC Atlanta. Il faudra faire attention à l'année prochaine, parce que je regardais un petit peu. Julian Gressel est en fin de contrat. Même chose pour Robinson, pour Hinman qui est en prêt et ça peut coûter cher, je pense, de le faire revenir. Nagby, on ne sait pas encore s'il va rester. Villalba, on ne sait pas encore s'il va rester. Gonzalo Pires, pareil, c'est très incertain.
il y a beaucoup d'interrogations du côté d'Atlanta et cette équipe pourrait ne pas du tout ressembler à celle-là l'année prochaine. Elle va pas ressembler à ça. N'oublie pas aussi que Parkhurst aura pris sa retraite aussi. Il faut le souligner. Et Larentovitz aussi. J'ai oublié Larentovitz aussi. Il est possible qu'il... Non, il prend pas ça, mais il est possible qu'il parte parce qu'apparemment, il a du mal avec les négociations de contrat. Ouais, mais il a déjà 36 ans. Moi, ça m'étonnerait pas de le voir aussi raccrocher les crampons. Bon, bref, après, c'est possible qu'il joue encore un an. Par contre, Parkhurst, on le sait que c'est son... Tu en as parlé dans un de tes articles sur Culture Soccer. Je vous conseille de le lire. Sauf que Parkhurst, c'est peut-être... Beaucoup disent que c'est peut-être le meilleur défenseur de l'histoire de la MLS. Non, selon moi, non, c'est pas lui, mais sauf qu'il est très proche. Il est dans le top 3 en tout cas, ou dans le top 5 en tout cas. Un joueur qui a atteint 5 fois la finale de la MLS Cup. Il a gagné juste une fois l'année passée avec Atlanta. Il a été très bon dans toutes les équipes où il a été, que ce soit à New England, que ce soit à Columbus. Même en Europe, il a joué en Norvège, il a été très bon. Bref, un grand qui malheureusement termine de cette façon-là. Après, il faut bien que ça termine à un moment donné, mais lui aussi sera pas là. Et puis, il faut pas oublier que ça peut être... c'est quand même une pièce très importante, que ce soit dans le vestiaire et même sur le terrain. On l'a vu lors de la finale de conférence. Donc, bref, beaucoup de changements. Du côté de Gressel, on le sait qu'il a des vues en Europe. Il veut retourner en Europe et il a ce qu'il faut pour réussir en Europe. González Pires, ce serait un énorme coup si jamais il n'est pas là, parce que c'est quand même un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue en date d'aujourd'hui. Larentovitz aussi, un autre joueur de vestiaire important aussi sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire, ce serait quand même une grosse perte. Nagby, c'est lui qui tient tout le milieu de terrain, donc s'il n'est pas là, il y a un problème. Bref, beaucoup de points d'interrogation du côté d'Atlanta. Après, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de recommencer un nouveau cycle? Moi, je trouve que oui. Il faut juste que Atlanta fasse les bons choix. Mais c'est ça le plus important. Et peut-être que Frank De Boer pourra amener les joueurs qu'il veut, parce qu'il a peu recruté, lui, j'ai l'impression, quand il est arrivé à Atlanta. Pity Martinez, c'était un peu... Enfin, c'est déjà fait, je crois, quand il arrivait. Et il y a Justin Meram qui est arrivé, mais c'est tout. Peut-être qu'il, lui, veut amener un petit peu de ses personnes, de son personnel. Ah oui, il y a Florentin Pogba qui est arrivé. Mais non, il y a des chances que lui, peut-être qu'il a d'autres idées pour son système. Donc on va voir un petit peu, mais je suis assez optimiste pour l'année prochaine. Moi, je pensais que cette saison pouvait être une réelle catastrophe. J'avais écrit un article dessus au tout début de la saison sur Atlanta United et comment ça allait pouvoir complètement changer avec le départ d'Almiron, de Tata Martino et d'autres. Et finalement, elle s'est plutôt bien passée après un début compliqué. Donc voilà, plus ou moins optimiste pour l'année prochaine. Et on peut passer, je pense, à la finale de cette finale de la MLS Cup. Ouais, effectivement, une troisième même finale dans les 4 dernières années. Donc, Seattle-Toronto, c'est la troisième fois que ça arrive. C'est quand même fou, hein? Et beaucoup penseraient, si juste à regarder ces finales-là, penseraient que les deux équipes dominent la MLS depuis ces 4 années, ce qui est vraiment pas le cas, hein? Mm. Ouais, non, pas du tout. Et c'est assez marrant, en effet, de voir ces équipes, surtout dans un championnat comme la MLS où tu as des playoffs à la fin, quoi. C'est même pas. Faut assurer en playoffs, faut assurer dans différents formats. Et puis 3 finales en 4 ans pour ces deux-là, ça montre un petit peu quand même que les franchises sont bien faites. Parce que par exemple, Toronto, j'étais hyper pessimiste au début de saison. Et finalement, leur recrue. Alors il y a eu des ratés, mais on pense à Omar Gonzalez, on pense à Laurent Simon, à Nick DeLeon, Quentin Westberg, le gardien, Nico Benezet, Pozzuelo surtout. Finalement, ce sont des recrues qui sont bien imposées à Toronto et qui ont réussi à complètement changer cette année. Et non, je vais te laisser parler, puis après, j'ai autre chose à dire. Écoute, oui, Toronto, on l'a dit en début d'année, si vous regardez notre guide sur culturesoccer.com, on s'attendait à ce que ce soit quand même un gros flop. Mais bon, c'est sûr, c'est très, très, très difficile de parler de cette équipe, de ce genre d'équipe quand ils font le 3/4 de leur recrutement après que notre guide sort. Donc, parce que si on pense à tout avant le guide, il n'y avait pas Pozzuelo, il n'y avait pas Benezet, il n'y avait pas Gonzalez, il n'y avait pas Gallardo, il n'y avait pas Richie Laryea, on le connaissait pas, il n'y avait pas, bref, il y a tellement de Patrick Mullins qui est venu plus tard, même Nick DeLeon, je pense qu'il était arrivé un peu en retard, bref, Quentin Westberg aussi était pas là. Bref, donc il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits et de bons changements. Bravo à
j'étais un peu sceptique par rapport au directeur sportif de Toronto, Ali Curtis. Il a prouvé qu'il était capable de faire... il était capable de faire le travail et de faire un très très bon travail. Et puis voilà, il l'a prouvé encore une fois. Il a été très bon dans le temps avec les Red Bulls. Puis voilà, cette fois-ci, c'est réussi du côté de Toronto. Mais le gros coup de Toronto, le gros coup pour moi cette année en 2019, c'est que quand ça allait mal, ils ont réussi à garder Greg Vanney. Ils ont réussi à faire confiance à Greg Vanney, qui était mais vraiment conspué de partout. Il n'y a pas un seul fan qui voulait pas. Il y avait des hashtags Vanney out partout. Et maintenant, on voit que ces gens-là, ils doivent se mordre les doigts parce que Greg Vanney, encore une fois, les amène en finale de MLS Cup, 3e fois en 4 ans. Donc, je suis vraiment désolé là, mais si quelqu'un a encore le culot de dire Greg Vanney out, c'est qu'il n'a rien compris au foot. Ouais, non, complètement d'accord. Il a bien réussi ses choix tactiques et finalement, il lui manquait juste un peu de personnel. Et c'est marrant, voilà, le truc que je voulais ajouter, j'ai vu dans un article d'un journal local de Seattle, Toronto, c'est un peu le Seattle de 2016, quand Seattle avait gagné la MLS Cup. Parce que comme Seattle en 2016, il y a un début de saison catastrophique, après qu'une star soit partie, je sais pas si vous vous rappelez, mais Obafemi Martins était parti, mais à quelques semaines du début de saison en 2016. Là, Giovinco, c'est pareil, quand il est parti de Toronto à quelques semaines du début de saison. Comme Seattle, ça s'est très mal déroulé. Puis comme Seattle, ils ont repris un milieu numéro 10 pendant l'été. Donc Pozuelo pour Toronto, Lodeiro pour Seattle en 2016, qui a complètement changé la saison. Et comme pour Seattle, l'attaquant vedette, que ce soit Dempsey à Seattle en 2016 ou Altidore ici, n'est pas là en play-off. Alors peut-être que Altidore va revenir un petit peu en cette fin de play-off, mais c'est une stat que je trouve assez marrante, une comparaison assez marrante, parce qu'il y a beaucoup de similarités. Aussi, Vanney, comme Schmetzer, n'est pas forcément l'entraîneur le plus connu de la MLS. Est-ce que tu penses que Altidore, d'ailleurs, s'il est en forme, est-ce qu'il devrait jouer cette finale de MLS? Toi qui avais tu viens de me dire un petit peu plus tôt dans le podcast, tu pensais que ça jouait très bien avec Pozuelo en faux neuf. Ouais, je préfère, moi, comme je l'ai dit, je préfère l'équipe sans Altidore qu'avec Altidore. Je comprends ce que Altidore ramène, sauf que je sens que l'équipe a trop tendance à jouer sur lui et oublie le reste des joueurs à côté qui sont capables de faire la différence. On l'a vu avec le magnifique but de Nicolas Benezet, j'aimerais juste le préciser, une frappe à rouler, mais vraiment extraordinaire. C'est vraiment très, très beau comme but. Moi, je trouve que le collectif est mis de l'avant quand Altidore est pas là. Après, peut-être pour ce match-là, ça va se jouer sur peut-être un exploit individuel. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ce serait bien d'avoir Altidore. Mais si tu regardes un peu le match avec Altidore et la façon dont joue Toronto avec Altidore, c'est très simple. Pozuelo, quand il cherche quelqu'un, il cherche Altidore. Point. Il cherche personne d'autre. Ouais. Et c'est ça qui me dérange un peu. Ça devient un peu unidimensionnel. Ça devient un peu bizarre. Ou un peu, on s'attend à ce qui va se passer chaque fois que Pozuelo a le ballon. Après, Altidore, c'est un excellent joueur, un attaquant extraordinaire. Donc, ça peut être une bonne chose. Sauf que, point de vue, moi, étant une personne assez neutre dans ce match-là, bien évidemment, je vais regarder ce match-là, puis je pense que je vais voir plus une équipe jouer sans Altidore qu'avec Altidore. Ça, c'est mon avis personnel. Pas beaucoup de monde le partage, mais c'est ma façon de voir cette équipe de Toronto. C'est possible, en effet, tu as peut-être raison. Moi, je serais plus tenté par mettre Altidore parce qu'il a montré contre Seattle dans le passé qu'il pouvait vraiment peser sur la défense. Et ça reste un super joueur. Après, il peut toujours faire rentrer à la mi-temps si ça se passe pas bien sans lui. Mais je trouve que c'est un joueur qui peut changer le match d'un geste. Et j'ai trouvé Pozuelo assez moyen en faux neuf contre Atlanta. Donc tu vois, si Seattle s'inspire de ça pour le contrer, ça va peut-être pas très bien se passer. On peut d'ailleurs passer maintenant un peu à parler de Seattle. Seattle qui, eux, n'ont peu recruté cette année, mais comme je l'avais dit, moi, dans le guide, je trouvais qu'ils avaient une équipe parfaite. Le seul problème, c'est qu'ils ont eu quand même beaucoup de blessés cette année, ce qui explique un peu les résultats. Bon, ils sont terminés deuxième à l'Ouest, mais sans être notamment brillants. Et c'est peut-être aussi dû à ces blessures. Torres, la suspension aussi pendant pas mal de temps. Sean Marshall qui prend sa retraite au milieu de la saison. Donc voilà, mais on voit en play-off une montée en puissance et puis une certaine sécurité. Ils commencent à jouer ensemble. Jovin Jones commence à s'imposer aussi sur un côté, ce qui était ce qui m'a surpris aussi, en l'absence de Victor Rodriguez. Donc voilà, une équipe de Seattle qui paraît un petit peu complète à chaque poste.
Ouais, effectivement. Ben, déjà, tu l'avais dit en début de saison, ils n'ont pas beaucoup recruté, mais par exemple, le retour de Jovin Jones a beaucoup aidé, bien évidemment. Il est venu juste au mois de mai. Donc, quand même, c'était quelque chose d'important parce que tu l'as dit, si jamais Rodriguez était blessé et que Jones n'était pas là, on aurait eu un gros problème du côté de Seattle. Faut pas oublier que Rodriguez est revenu, donc il pourra être disponible pour cette finale-là. C'est sûr, une dizaine de jours de repos. En plus, il n'a pas joué cette demi-finale-là, donc ça peut être quelque chose. On peut se poser la même question avec Victor Rodriguez qu'avec Altidore. Est-ce que Victor Rodriguez sera titulaire ou est-ce qu'on verra un Jovin Jones? Ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Après, bon, c'est une équipe complète. Seattle, malgré les blessures, même en défense, malgré le fait que Chad Marshall n'est plus là, j'aime bien le fait que tu es capable d'avoir 3 profils différents avec Kim Keehee, avec Roman Torres, avec Arriaga en défense centrale. Sur les côtés, les latéraux, tu as Smith, tu as Lierdam, tu as Nuhu Tolo. Donc, quand même, c'est intéressant. Au milieu de terrain, tu as ce qu'il faut. En attaque, tu as ce qu'il faut. Bref, c'est une équipe qui est dangereuse, puis assez complète, je pense. Je pense que c'est une des équipes les plus complètes. Puis tu me parlais de cap salarial en parlant de LAFC, et tu me dis c'est un peu difficile de doubler tous les postes. Ouais. Ben, je pense que Seattle double presque tous les postes. Pourtant, ils ont le même cap salarial. Donc, et bref. Avec notamment Will Brun aussi, le deuxième qui est blessé toute l'année. C'est ça, donc tu me disais comme quoi c'est difficile de doubler les postes. Ben non, c'est possible si Seattle le fait. Donc, et même je dirais même que Toronto le fait. Oui, c'est sûr, ils le font pas aussi bien que Seattle, mais sauf que Toronto a une doublure à chaque poste. Et pour moi, je pense que c'est les 2 équipes les plus complètes de la MLS en termes d'effectifs. C'est les 2 équipes qui sont capables de très bien jouer défensivement, très bien jouer offensivement, capables de jouer en contre-attaque, capables de jouer en posant le jeu, capables de jouer sur toutes sortes de facettes de jeu, coup de pied arrêté, coup franc direct, en plein dans le jeu. Vraiment, ils sont bons partout. Donc, je pense que c'est... Avec du recul, c'est sûr, j'aurais jamais pu le dire avant le début de ces playoffs, mais si je regarde ce qui s'est passé dans ces playoffs-là, je suis pas du tout surpris de voir ces 2 équipes-là en finale, parce que c'est celles qui ont été le plus constantes des deux côtés du terrain. Non, c'est vrai, tu as totalement raison. Et puis on a parlé un peu de Schmetzer lors de la demi-finale lors de la finale de conférence contre LAFC. J'aimerais aussi souligner le travail important du manager de Seattle, Garth Lugaway, qui avant était celui du Real Salt Lake, et ça fait 11 ans qu'il est en MLS, donc avec RSL et Seattle. Il a fait 5 finales de MLS Cup avec ces 2 équipes. Donc en fait, je suis fan des Seattle Sounders, je vais pas m'en cacher, mais je trouve cette équipe extrêmement bien construite. Depuis, ça fait 10 ans qu'elle est dans la ligue. Depuis 10 ans, je crois qu'il y a 6 trophées, celui-là pourrait être le 7e. C'est impressionnant la manière dont ils sont extrêmement bien gérés pour que chaque année ils soient compétitifs, et il y a peu d'années creuses, ils n'ont jamais raté les playoffs depuis leur arrivée, et c'est je trouve un modèle pour d'autres équipes qui veulent se construire sur la durée. Il faut regarder un petit peu cet exemple de Seattle, qui est aussi, comme je disais, avec le stade, avec la ferveur populaire, une équipe vraiment importante, et qui a réussi un peu sur tous les tableaux, malgré quelques moments de doute. Mais comme on a vu, à chaque fois que ça marchait pas, ils n'ont pas, comme Toronto, ils n'ont pas viré l'entraîneur, ils ont laissé du temps. Ils ont eu des gros départs d'MCM, Marshall, Alonso au début de l'année. Ils ont réussi à bien les remplacer, donc c'est un exemple de club extrêmement bien géré, je trouve, et j'ai de la chance d'être fan de ce club et pas d'un autre un peu moins bien géré. Voilà. Ouais, c'est ça, oui. Retourne le couteau dans la plaie, Antoine. Retourne le couteau dans la plaie. C'était vraiment pas visé, mais c'est juste, voilà, je trouve ce club extrêmement bien géré depuis 10 ans, donc voilà. Mais tu as de quoi être fier, parce qu'effectivement, c'est un club très, très bien géré. On parlait un peu des doublures. Ben, t'as sur le banc, t'as Harry Shipp, t'as Luis Silva, t'as des joueurs quand même Roman Torres dans ce match-là, t'avais Nuhu dans ce match-là, t'avais Jordi Delem dans ce match-là, et Victor Rodriguez. Bref, t'as un banc fourni dans n'importe quel autre club. Ces joueurs-là peuvent être titulaires. Peut-être pas titulaires indiscutables. Ben, certains, oui, mais d'autres, peut-être pas titulaires indiscutables, mais c'est des joueurs de rotation qui sont très corrects et même très, très bons. Donc, bref, tu regardes ce banc-là, puis tu te dis,
Voilà comment construire une équipe. Puis tu parlais du fait du manager général de Seattle, comme quoi il était à RSL. Ben, on le voit très bien quand tu vois un joueur comme Luis Silva sur le banc. Ben, c'est un joueur qui était en RSL avant et qui est venu à Seattle. Donc, bref, ça prouve un peu la patte de ce manager général-là. Bref, deux équipes très complètes et j'ai hâte de voir cette finale-là parce que ça va être quelque chose d'extraordinaire, je pense. Ça va être en fait un jeu d'échecs et c'est ce que j'adore moi du côté du foot en général, du soccer en général, c'est que quand c'est deux très très bonnes équipes, les joueurs, il peut y avoir deux choses qui vont se passer. Soit il va y avoir un exploit individuel qui va faire en sorte que le match va se finir sur un exploit individuel, soit ça va être un jeu d'échecs entre deux entraîneurs qui ont des joueurs assez malléables et assez polyvalents pour jouer sous différents systèmes de jeu. Et c'est ce jeu d'échecs-là, et ce sera une victoire tactique du meilleur entraîneur, en fait. Et pour moi, c'est ça le foot. T'arrives à ce niveau-là. Quand t'es arrivé à ce niveau-là, c'est que t'as réussi. Puis ces deux équipes-là sont arrivées à ce niveau-là, donc elles ont réussi. Et puis en parlant de jeu d'échecs, d'ailleurs, c'est assez marrant que tu le mentionnes, mais oui, les deux dernières finales, 2016-2017, c'était des finales assez âpres. 2016 qui se jouait, je me souviens, c'était carrément gelé le terrain, donc les conditions étaient assez pauvres. Il n'y a eu aucun tir cadré de la part de Seattle. Toronto, je pense 2 ou 3, quelque chose comme ça. La plus belle action du match, c'est un arrêt de Frey sur une tête d'Altidor. Et victoire au penalty de Seattle, donc un match on va pas se mentir, assez chiant. Il se passait pas grand chose et puis c'était même tactiquement, en fait, c'est juste parce que le terrain était aussi très mauvais, les conditions de jeu horribles. Par contre, en 2017, tu parles de jeu d'échecs et tu as bien raison. Greg Vanney avait totalement surpris tout le monde en changeant la formation tactique de Toronto le jour du match et avait pris Schmetzer de court et avait gagné 2-0. Bon, ils avaient aussi la meilleure équipe de l'histoire de la MLS, je pense, mais ils avaient réussi à contrecarrer tous les plans de Schmetzer grâce à cette formation tactique. Donc c'est un peu la revanche en 2019. Est-ce que Schmetzer va réussir à reprendre l'avantage sur Vanney, comme il l'a fait contre Bradley en finale de conférence? Est-ce que tu t'attends à un match un peu, on va dire, un peu fermé ou il va quand même y avoir de l'action? Non, parce que, comme je l'ai dit, c'est deux équipes qui sont capables de jouer tous les rôles. Donc, si jamais une équipe va jouer défensif, l'autre équipe va savoir jouer offensif. Donc, est-ce que je pense pas que ça va être deux équipes qui vont jouer défensif et avoir peur. C'est pas le style de la maison, que ce soit du côté de Seattle ou du côté de Toronto. Et je m'attends à ce que ce soit Seattle qui va jouer défensif et que ce soit Toronto qui va jouer offensif. C'est ce que je m'attends parce que Seattle, j'ai remarqué durant ces playoffs-là, aime ce rôle de joueur défensif. J'ai senti qu'ils aimaient ça, ils aimaient arriver en contre-attaque et se développer en contre-attaque. Puis j'ai l'impression que ce sera pareil, même si c'est à domicile. Bref, non, je pense pas que ça va être fermé du tout. C'est pas le style d'aucune des deux équipes. On a rarement, déjà en saison régulière, on s'est très rarement ennuyé devant un match de Toronto. On s'est très rarement ennuyé devant un match de Seattle. Donc voilà, non, je pense pas que ça va être fermé. Ouais, toi, ce qui me fait plaisir, en fait, moi, j'allais dire, ce qui me fait plaisir, c'est que avant, comme tu disais, Seattle jouait très défensivement, mais là, c'est un différent type de défensif et ça attaque vraiment sur contre-attaque. Ça fait un peu penser à l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 qui était pas flamboyante en possession. Par contre, c'est en contre, en fait, qu'elle tuait les adversaires et c'était tactique, mais c'était aussi juste le talent de ses offensifs. Et je pense que ça peut être un peu ce même genre de contre, mais vraiment tueur de la part de Seattle. Et Toronto, en face, j'ai du mal à les... Comme tu disais aussi, ils ont un style de jeu qui est peu défini, et donc je m'attends Vanney à tirer un petit peu les tactiques de son chapeau et à moduler un petit peu son équipe comme il l'a fait contre Atlanta, peut-être tout changer à la mi-temps si ça va mal ou ce genre de choses, parce qu'il n'en a pas peur. Est-ce qu'on se tente des pronostics? On n'a pas été très bon. Oui, on n'a pas été très bon, mais je pense qu'il y a très peu de monde qui ont été très bons. Hein, donc... mais moi je pense que ça va être une victoire de Seattle. Une victoire de Seattle, un but d'écart, 1 ou 2 buts d'écart. Donc 1-0, 2-1, 3-1, je sais pas, quelque chose comme ça. J'aurais dit 2-1 ou 3-1 aussi pour Seattle. Ça va être quand même un beau duel et j'ai très hâte de voir. Je suis content que ce soit à Seattle, que ce soit un plus beau soleil que les deux dernières finales où il faisait moins 20 à Toronto. Et j'espère voir du tifo en tribune aussi. Donc on va regarder un petit peu cette ambiance, ce match. Pour rappel, au niveau des horaires, il est à 21h française. Donc les Français, vous pouvez pas ne pas le regarder celui-là parce qu'il n'est pas si tard et il sera très tôt du coup à Seattle. 3h.
À 3 heures, heure du Québec, donc heure de l'Est, donc à l'Ouest, ce sera 1 heure, effectivement. Ouais, donc assez tôt dans la journée, mais ça fait plaisir. Ce sera, j'espère, suivi dans le monde entier. Et voilà, on va voir si Seattle arrive à déjouer, Toronto arrive à déjouer nos pronostics. Merci beaucoup, Adi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette finale? Sinon, je pense qu'on peut conclure. Ouais, non, je pense qu'on va conclure. Je veux juste préciser, ce ne sera pas à 13h heure de Seattle, mais à midi heure de Seattle. Je suis vraiment désolé, je viens juste de m'en souvenir. Par contre, non, j'ai rien à ajouter, à part que ça va être un match très excitant. Nous, bien évidemment, Culture Soccer, on sera là à regarder ce match-là, bien évidemment, à tweeter là-dessus et à parler de ça. On sera là aussi lors des podcasts après coup. Puis la saison morte, comme vous le savez très très bien sur Culture Soccer, nous, on ne prend pas de vacances, puis on sera là aussi. Donc, vous attendez pas à ce qu'on disparaisse. Au contraire, on sera encore là durant cette saison morte, qui sera beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Cette saison morte, il y aura ça reprend en février, donc ça commence très très vite la MLS de nouveau. Donc, beaucoup plus courte qu'avant. On attendait 4 ou 5 mois entre la fin de saison et le début de la saison suivante. Ça va être très très rapide cette année. Et même pour nous, je crois que c'est déjà le 19 novembre où il y a la draft pour Miami et Nashville. Donc on va vraiment pas avoir de vacances. Et puis on a le 15 novembre, il me semble, ou le 16, ça dépend des heures. Ça dépend si c'est en Europe ou au Canada, il me semble. Mais on a un beau duel Canada-États-Unis, le rematch, un petit peu le deuxième tour de cette CONCACAF Nations League. Donc oui, Culture Soccer n'aura pas de vacances, mais on a vraiment très hâte de voir cette coupe, cette MLS Cup, parce que ça a été un plaisir de la suivre avec vous cette année, et c'est notre première finale en tant que média, puisqu'on a ouvert en janvier dernier. Donc merci à tous de nous suivre. On se retrouve sur Facebook, Instagram, surtout Twitter, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette finale sur ces réseaux sociaux. On est très excités de la vivre avec vous cette année. Merci à tous, et on se retrouve après la finale. Ciao.